Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue. Bienvenue dans notre émission, bienvenue dans AH Débrief du mardi 14 mars 2023. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Elle est bonne cette semaine. Mon Dieu qu'elle est bonne. On est très bien, on est comme ça, on est... Déjà le matin, on allait très bien, on était... Alors là, on est encore mieux. Ça pète de tous les côtés, les amis, vous voyez la petite bannière là en dessous, le DS, la chute, on y est, et oui, on y est, ça pète de tous les côtés entre les révélations du pédosatanisme, la chute des banques, à commencer par celle des États-Unis, mais suivie bien entendu de toutes les autres, eh bien le chaos tant attendu, j'arriverai à le dire, eh bien il est là, il est à notre porte, nous n'avons plus qu'à nous asseoir, regarder et voilà. Et puis c'est tout ce qu'on a à faire en gros, car si vous voulez communiquer, essayer de réveiller les personnes qui ne veulent pas l'aide depuis 3 ans, on a beau essayer de secouer les gens, il n'y a rien à faire, ça ne rentre pas. Maintenant, ce qui nous est demandé, c'est bien entendu de guider. Voilà, quand on vient nous frapper à notre porte, oui les gars, ben oui, c'est par ici, voilà, non, ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'est ça qui nous est demandé, et c'est ça qu'il faut faire, car tout va pour le mieux. Le DS est mort, ils le savent et c'est fantastique. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de prendre le temps. Nous n'avons pas d'invité spécial, mais les invités, ce sont les infos en elles-mêmes. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous envoyer des vidéos et on vous en remercie, on vous en félicite même, car nous devenons tous des informateurs. Il n'y a pas que nous. Et oui, nous sommes des informateurs. Vous nous envoyez des vidéos, je les regarde, je les sélectionne, on les vérifie. Et puis parfois, aujourd'hui, eh bien, il y a des vidéos qui sont peut-être un peu longues. Elles frôlent parfois le quart d'heure. Eh bien, c'est pas grave. Parfois, elles sont virulentes et importantes. Il faut donc les passer. On est en gros un petit peu au courant de tout ce qui se trame. Des Atlantes, oui, pour les plus avertis, au Galactique, bien sûr, mais nous y sommes en s'arrêtant par ce qui nous préoccupe le plus, ce sont nos enfants. Eh bien oui, c'est pour eux également que l'on se bat, pour les protéger. Eh bien, les révélations sont là. Antoine nous a annoncé hier comme quoi il y aurait un invité de choc vendredi, en la personne de Gérard Fourré. Eh bien oui, les révélations sont là, en ce sens que tout est en train de tomber. Alors parfois, des vidéos un peu plus longues que d'habitude, mais c'est ça l'information. Il faut pouvoir aller regarder. Des personnes ont fait un travail remarquable d'investigation, fait un montage remarquable de vidéos. Eh bien, je me suis dit, pourquoi ne pas les passer parfois dans l'entièreté. On les met bien entendu en description, derrière, en dessous de nos vidéos de récupération sur Wemble, Odyssey et Crown Banker. Comme ça, on peut les récupérer et les repartager à notre tour. Alors, pour commencer, nous allons faire, comme d'habitude, le départ de notre live avec notre ami que nous adorons tous, bien entendu, notre ami Yo-Yo. Yo-Yo, nous retrouvons Yo-Yo avec son zapping. Nous le retrouvons et on se retrouve tout de suite après. J'ai tenu beaucoup de mains. Je ne les lâcherai pas. J'ai un rêve, c'est qu'elles se tiennent les unes les autres. Ça craque de partout. Non, Madame Obono, je ne l'instrumentalise pas. Mais me dire à moi que je découvre les violences sexuelles, mais merde, quoi. Personne n'a craqué. Ça suffit. Mais qu'est-ce que vous êtes, en fait? Mais pourquoi vous n'acceptez pas un moment de vous taire? Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est du people, quoi qu'il coûte. Madame Obono, Madame Obono, ça suffit. J'ai jamais mis les pieds dans un bidon. Oh. Qu'est-ce que vous en savez? Non, il n'y a pas de vous rester là. Qu'est-ce que vous en savez qui ont jamais mis les pieds dans un bidon? Le bilan du vaccin, est-ce que le vaccin a stoppé l'épidémie? Non. Est-ce que le vaccin empêche d'attraper le Covid? Non. Est-ce que le vaccin empêche d'attraper à nouveau le Covid? Non. Est-ce que le vaccin empêche d'infecter les autres? Non. Est-ce que le vaccin empêche de mourir du Covid? Non. J'ai bu mon café en terrasse. Je viens faire un reportage sur les manifestations contre la réforme des retraites. On est en train de nous, on s'en fout. Il y a en effet eu des manifestations dans le contexte de la réforme des retraites. Je ne ferai pas ici de politique fiction.
parce que ce n'est pas mon rôle. Il y a eu un temps de négociation syndicale, il y a ensuite eu un temps de travail de l'exécutif. Si on vous proposait un poste de ministre de la Justice, vous l'accepteriez? Sûr? Ah oui, sûr. Ouais, personne n'aurait jamais l'idée sotte de me proposer cela. Monsieur Macron, c'est monsieur Castex qui vous a proposé ce poste? C'est d'abord le président de la République. Le garde des Sceaux a fait un bras d'honneur. Il n'y a pas un bras d'honneur, il y en a deux, mais accompagnés de paroles à chaque fois. Vous avez fait 2 bras d'honneur, c'est ce que vous êtes en train de dire à l'Assemblée. Ça n'est absolument pas admissible. J'ai dit, madame, bras d'honneur à la présomption d'innocence. Je l'ai dit 2 fois. Alors, présomption d'innocence? Ouais, mais Moretti, ça se voit sur sa tête. Tu sens que son corps n'arrive pas à contenir toutes les escroqueries qui émanent de son âme. Maintenant. Ce sera un bordel, mais alors... Un bordel, mais alors un bordel sans nom, bien évidemment. Ah, attendez, je coupe cette vidéo, voilà. Une petite réflexion du jour que j'ai trouvé super sympa. On devient guerrier en traversant des difficultés, en commettant des erreurs, en affrontant des peurs, en surmontant des douleurs, sans ne jamais abandonner. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qui est indispensable de faire, se recentrer pour mieux aller de l'avant. N'ayez pas peur de vous reposer, c'est parfois indispensable. Voilà. Nous regardons une petite vidéo de 2 minutes de notre ami Alexis Cosette qui nous dit il n'y a aucun lien entre le CO2 et le changement climatique. Nous regardons et on se revoit tout de suite après. Oui, je pense qu'on va établir hors de tout doute dans ce web journal qu'il n'y a aucun lien entre le CO2 et les changements climatiques. Il n'y a aucun lien entre les changements climatiques et le CO2. Ça a été démontré 1 million de fois. Et la thèse selon laquelle le CO2 augmente la température atmosphérique, la température sur Terre, n'a jamais été prouvée. Hein. C'est juste, ça repose sur des algorithmes comme la COVID. Tu sais, quand Niels, je me rappelle plus c'est quoi son nom en Angleterre, faisait des prédictions, des algorithmes, et là, il nous prédisait 2,5 millions de morts dans la première année aux États-Unis, et puis finalement, c'était à peine 200 000. Puis ça, c'est pour avoir 200 000, ils ont dû rentrer des cancers, des AVC, des accidents de motocyclette, et puis toutes sortes de choses là-dedans pour atteindre le 200 000, alors qu'ils en prévoyaient 2 millions, etc. Tout ça, c'est encore une fois, c'est toujours des modèles mathématiques frauduleux, c'est de la fraude statistique, c'est encore de la fraude statistique, et on va le démontrer. Hein. Il y a des... comment je pourrais dire, de la recherche indubitable qui démontre que le CO2 non seulement n'a aucun impact sur les changements climatiques, mais qu'en fait le CO2 est bénéfique. On en veut plus de CO2. Le CO2 produit du verdissement, hein, et toute la stratégie visant à réduire le CO2, capturer le CO2 dans l'atmosphère. Ils ont des espèces de grosses machines maintenant qui coûtent genre des dizaines de millions de dollars, qui emprisonnent le CO2, puis ils veulent enterrer sous terre comme si c'était radioactif. Tout ça, en fait, ce que ça produit, c'est que ça enlève la nourriture des plantes, ça produit du brunissement. Quand on regarde les cartes satellites, là, on voit le verdissement, il y a du verdissement, la Terre devient de plus en plus verte avec le CO2. Et si on retire le CO2, c'est quand il y a moins de CO2 à des endroits, quand les plantes se développent moins, on voit des spots bruns, des taches brunes qui deviennent de plus en plus grosses. Donc, un brunissement. Nous, on veut plus de CO2 et un verdissement de la Terre. On est les réels verts. Nous sommes les verts. Et eux veulent retirer le CO2, c'est-à-dire créer du brunissement et de la désertification. Ce sont les réelles chemises brunes du 21e siècle. Ce sont les bruns. Nous sommes les verts, ce sont les bruns. Voilà. Alexis, que nous félicitons pour son travail, bien évidemment. Eh bien oui, le CO2 est indispensable à l'atmosphère, indispensable, bien entendu. Encore une fois, on nous prétend le contraire. Tout est inversé dans cette guerre, vous le savez. Les révélations sont là pour nous le révéler. Tout est inversé jusqu'à ce réchauffement climatique. Voilà.
Alexis vous l'a dit, je ne vais pas le répéter, je ne vais pas me redire derrière lui. Voilà, le CO2 est indispensable. J'avais vu une étude récemment sur le CO2, comme du temps du dinosaure. Je me souviens plus des chiffres exacts, hein, je vais me lancer comme ça, mais c'était un chiffre impressionnant. Pratiquement, c'était peut-être entre 40 et 50 fois supérieur à ce qu'il y a maintenant. Et la planète allait très bien avec une atmosphère parfaite et régénérée pour justement la verdure qui est indispensable à notre civilisation. On continue malheureusement le week-end dernier s'est produit à Paris des émeutes et c'est toujours la même chose. Ce sont les Robocop, les soldats machines, parfois, il est question de cela, les Robocop qui vont à l'encontre de quoi? Des antifas. Les antifas, ce sont la police. Alors, encore une fois, un conseil, ne vous mêlez pas à ça, laissez-les faire leur manège. Il faut peut-être, bien sûr, manifester si vous avez envie de le faire, mais restez bien derrière de ça. Aller au conflit, ça ne sert strictement à rien. C'est ce qu'ils cherchent d'abord et avant tout. On regarde et on se retrouve tout de suite après. Je la partage cette vidéo. Elle est pas très longue. Voilà. Voilà, ce n'est pas la peine d'aller jusqu'au bout. Vous voyez de quoi il s'agit. Ce sont des conflits. Ils tapent dessus jusqu'au soir. Il y a des incendies qui sont, et j'en suis persuadé, allumés par les antifas. Et ça continue de plus belle. Voilà, regardez ça. Voilà, je diminue un petit peu le son. Voilà, on voit, on incendie les voitures, on incendie tout ce que l'on peut incendier. Ça crée le chaos et c'est ce qu'ils veulent. Surtout, ne cédez pas à la tentation d'aller tout casser. Ça ne sert à rien. Soyez dans la paix, dans l'amour, c'est tout ce qui vous est demandé. Voilà, je saute. Voilà, je reviens à mon écran général pour vous parler de la suivante. Comme le dit notre ami Elon Musk, nous sommes à court de complots qui se sont avérés vrais. Quelqu'un peut-il en fabriquer d'autres? L'étagère est presque vide. Eh oui, on l'a dit, répété, n'est-ce pas, Cruchot? Le complot, on n'en a plus. Alors, il faut en fabriquer d'autres. On n'a plus d'idées. On a fait un petit peu le tour. N'est-ce pas? Eh oui, Elon, on a fait un petit peu le tour de ces vérités. Alors, rien que la vérité sur la démission de Benoît XVI. Alors, attention, ce n'est en aucun cas une propagande pour l'Église catholique. Bien évidemment, mais c'est pour vous dire la vérité, les révélations. On vous a parlé de l'infiltration de l'Église, des problèmes pédosataniques de l'Église. On a montré du doigt Benoît XVI sur sa capitulation et son abdication plus exactement. Eh bien, c'est faux. Ce reportage est super bien construit. Je vous propose de le passer en complet. C'est étrange car il dure 17 minutes. Et oui, vous avez dit 17 ? Tiens, comme c'est 17. On regarde cette vidéo en entier et on se retrouve tout de suite après. 10 ans se sont écoulés depuis la démission du pape Benoît XVI, et on en parle encore. Il aurait dû être plus clair. C'est ce qu'a déclaré Bergoglio le 12 juillet 2022, et nous ne pouvons que lui donner raison. En effet, ne trouvez-vous pas étrange qu'un homme de la douceur et de la modestie de Joseph Ratzinger, bien qu'ayant démissionné, soit néanmoins resté au Vatican, vêtu de blanc, à encombrer le terrain de son successeur? Et que dire du fait qu'il a répété pendant 9 ans « Il n'y a qu'un seul pape », sans jamais expliquer lequel? On ne voit même pas comment il aurait pu devenir pape émérite, puisque cette institution, juridiquement, n'existe pas.
comme l'ont souligné dès le départ les plus éminents canonistes. Cependant, pour aller au fond de ce mystère, le pape Ratzinger nous a laissé quelques clés pour comprendre la question canonique. Dans Dernière conversation, livre-interview de Peter Sewald de 2016, texte autorisé et approuvé par le pape émérite, nous lisons ce qu'il écrit à propos de sa propre renonciation. Aucun pape n'a démissionné depuis 1000 ans. Le livre réitère le concept vers la fin. Benoît XVI est le premier pape à démissionner depuis 1000 ans. Le gros problème est que le dernier pape qui a abdiqué était Grégoire XII en 1415, soit seulement 598 ans avant Ratzinger, et non 1000 ans avant. Donc, indiscutablement, pour Benoît XVI, le mot démission n'équivalait pas à abdication, et il ne se considérait pas comme abdicateur. Et quel genre de démission aurait-il donné alors? Comme nous l'avons récemment découvert, une démission très similaire à celle déclarée exactement 1000 ans plus tôt, en 1013, par un pape médiéval, Benoît VIII, qui lui-même n'avait pas abdiqué. Dans une enquête qui a duré 2 ans et 7 mois, traduite par plus de 400 articles et résumée dans un best-seller, Ratzinger Code, nous avons patiemment reconstitué le scénario complet. Paulo Flores d'Arcais explique dans Le défi obscurantiste de Ratzinger, en 2010, comment Benoît XVI a été coupable d'être le gardien des valeurs chrétiennes auxquelles s'opposent les puissances mondialistes. Grâce à Wikileaks, on sait comment, dès 2012, le clan Obama-Clinton travaillait sur l'hypothèse d'une élimination du pape Benoît. Son remplacement par un pape fonctionnel à des projets très différents devenait nécessaire. Le bras opérationnel de cette manœuvre était une faction de cardinaux ultramodernistes, la soi-disant mafia de Saint. Pardon, là vous voyez, là il vient de parler du couple Clinton. C'est très important de bien écouter le tout car, comme on vous le dit souvent, tout est lié. C'est pourquoi je vous la passe en entier. On réécoute. Le groupe qui, comme l'un de ses membres, le cardinal Danis, l'a candidement admis en 2015, parrainait Bergoglio comme futur pape. En 2016, l'archevêque Ganswein citera un discours de Ratzinger pour décrire ce groupe comme le représentant d'une dictature du relativisme qui ne reconnaît rien comme définitif et qui laisse comme mesure ultime son propre moi et ses désirs. La même année, avec Vatilix, est apparu ce qu'on appelle le Mordkomplott, un plan pour assassiner le pape Benoît, complot dont ont parlé les cardinaux Roméo et Castrillon. 3 évêques, Gracida, Negri et Lenga, ont par la suite déclaré publiquement que le pape Ratzinger avait été contraint de se retirer. Ainsi, en 2013, pressé d'abdiquer de manière insoutenable pour ses forces, Benoît XVI décide d'appliquer un plan génial d'anti-usurpation pour la défense de l'Église. Le 11 février, devant le consistoire des cardinaux et de manière tout à fait inattendue, il prononce un texte en latin de seulement 1700 caractères, texte qui va changer l'histoire. Dans cette déclaratio, ponctuée de fautes de latin et de diverses imperfections stylistiques, inexplicables pour un latiniste remarquable comme Ratzinger, le pape annonce qu'à partir du 28 février à 20h, il renoncera à son ministère de manière à ce que le siège de Rome reste vacant. C'est du moins la traduction en italien et en d'autres langues vernaculaires qui nous a été transmise. En réalité, les choses sont très différentes, et cela est dû au latin. On débat de la déclaratio depuis 10 ans, car, comprise comme une abdication, elle pose 3 énormes problèmes juridiques. Tout d'abord, le fait que la renonciation soit différée de 17 jours, alors que l'abdication du pape, comme son élection, est un acte juridique pur, et cette renonciation doit donc être simultanée, puisque c'est Dieu qui accorde ou retire l'investiture au successeur de Pierre, le fameux munus pétrinien, et on ne peut certainement pas donner à Dieu des rendez-vous à échéance. Le deuxième problème concerne précisément le munus. Le canon 332.2 du Code de droit canonique stipule en effet que le pape peut abdiquer, mais en renonçant au munus pétrinien, c'est-à-dire au titre accordé par Dieu. En bref, il doit renoncer à être pape. Benoît XVI, à contrario, dans la version latine de sa déclaratio, la seule à faire référence, déclare renoncer au ministerium, c'est-à-dire à faire le pape,
à l'exercice du pouvoir qui découle du munus. Cette différence essentielle ne peut pas s'apprécier en italien et dans d'autres langues, car munus et ministerium y sont tous deux traduits par le même mot, ministère. Pourtant, renoncer à l'un plutôt qu'à l'autre peut avoir des conséquences juridiques dévastatrices. Toute synonymie entre munus et ministerium est totalement à exclure. D'une part, parce que dans tout le droit canonique, ministerium, objet de la renonciation, indique toujours et uniquement le faire, l'exercer une fonction. Et d'autre part, parce que le pape Benoît précise dans la Declaratio que ce ministerium lui a été accordé per manus cardinalium, par les cardinaux, qui ne peuvent accorder au pape nouvellement élu que le pouvoir de faire le pape, précisément alors que le munus est accordé par Dieu lui-même au moment de l'élection. Ainsi, le pape Benoît, qui devait abdiquer en renonçant au munus en mode simultané, a fait exactement le contraire. Il a renoncé au ministerium en mode différé. Une fois de plus, nous avons la confirmation que la Declaratio n'est pas un acte d'abdication. Enfin, il y a le troisième mystère à éclaircir. Le pape ne peut pas canoniquement séparer le ministerium du munus. Cela n'arrive cependant que dans un seul cas, le siège totalement empêché. L'alternative au siège vacant lorsque le pape n'est ni mort, ni n'a abdiqué, mais qu'il est prisonnier, enfermé, exilé. Dans ce cas, le pape conserve le munus, le fait d'être pape, mais il est privé par la force du ministerium de la possibilité de faire le pape. En bref, si le pape perd canoniquement le munus, c'est la sede vacante. Si le pape perd de force le ministerium, c'est le siège totalement empêché, la sede impedita. En rassemblant ces trois éléments mystérieux de la Declaratio, on comprend parfaitement ce qu'a fait le pape Benoît. La clé se trouve dans l'heure de début de la renonciation au ministerium, qui est indiquée comme étant le 28 février à 20h. Mais en latin, le pape Benoît parle de ora vicesima. Ora vicesima, ora vicesima, ora vicesima, ora vicesima. Il s'agit de l'horaire romain, traditionnel en Italie et dans les territoires pontificaux depuis le Moyen-Âge, pour lequel le décompte des heures ne commence pas à minuit, mais au coucher du soleil. Le 28 février 2013, le soleil s'est couché à 18h. Il suffit donc d'ajouter 20 heures supplémentaires et nous trouvons précisément la vicesima ora du 28 février, qui correspond au 1er mars à 13h selon notre heure contemporaine. Mais que venait-il de se passer précisément à ce moment-là? Vous devez savoir que le bulletin du Vatican sort toujours entre midi et 13h. Ce 1er mars, à 12h30, le cardinal doyen Angelo Sodano convoque le nouveau conclave par bulletin, alors que le pape Benoît n'a pas abdiqué. Le conclave est donc illégitime et produit un coup d'État qui envoie automatiquement, de facto, Benoît XVI dans un siège totalement empêché, le statut dont nous avons parlé, qui le prive du ministerium. Après tout, comment peut-on imaginer un pape plus empêché que celui qui voit élire un autre pape à sa place alors qu'il est encore régnant? C'est pour cela que Benoît XVI a conservé son nom pontifical, la soutane blanche, la bénédiction apostolique et sa résidence au Vatican. Ce n'est pas pour rien qu'il fait dire à Monseigneur Ganswein, à l'université LUMSA, « Si vous ne croyez pas, la réponse se trouve dans le livre de Jérémie. » Ou est-ce un hasard? Nous lisons cette phrase unique dans toute la Bible. « Je suis empêché. » Però io ho detto obbedisco, o credete o non credete. Se non credete, leggete e o Geremia o Jesaja in italiano, come dice Jesaja in italiano. Et c'est ici que se clarifie l'inexplicable report du renoncement au ministerium. Voi sapete che questo soggiorno mio è diverso da quelli precedenti. Non sono più pontefice sommo della Chiesa Cattolica, fino alle 8 di sera sono ancora, poi non più. Le 11 février 2013, le pape Benoît avait prévu, prophétisé, que les cardinaux, travestissant la Declaratio à travers ses traductions, convoqueraient à leur insu un conclave abusif qui l'enverrait en siège empêché et le priverait du ministerium. Sa renonciation au ministère est donc devenue effective, factuelle, précisément à partir de la Ora Vicesima du 28 février,
c'est-à-dire à 13h le 1er mars, heure à laquelle il ne serait plus le pontife suprême, comme il l'a dit du balcon de Castel Gandolfo, en inversant le titre de souverain pontife. Il ne serait plus le pontife au plus haut degré, puisqu'on élirait un autre pape, illégitime, qui régnerait à sa place. Donc, en substance, la démission du pape Benoît a été annoncée, puis subie, pour cause de force majeure. Alors, comment s'explique cette phrase de la Declaratio, de manière à ce que le siège de Rome, le siège de Saint-Pierre reste vacant? La traduction est erronée, à la fois parce que la renonciation au ministerium ne produit pas de siège vacant, mais surtout parce que le verbe latin vacet se traduit littéralement par siège vide, dégagé, libre. Et de fait, le pape Benoît a laissé son siège vide, c'est-à-dire la chaire de l'évêque de Rome au Latran, d'où tout pape tire formellement sa légitimité pour exercer son propre gouvernement. Et il n'y est plus revenu. Ainsi encore, lors du prochain conclave pour l'élection du nouveau souverain pontife à sa mort, son successeur devra être élu par ceux, les siens, que cela concerne, c'est-à-dire uniquement les vrais cardinaux d'avant 2013. Ainsi Benoît devient pape émérite ou pape empêché. La similitude avec l'évêque émérite, l'évêque retraité n'est qu'apparente. En effet, tout en conservant le munus attaché à son siège, l'évêque peut canoniquement se retirer à 75 ans, perdant le ministerium. Cela, pour le pape, ne peut se faire que par la force, par empêchement, car le munus du pape, l'être pape, ne peut être partagé avec personne. C'est pourquoi Benoît XVI a inlassablement répété « Le pape est un seul », et c'était lui-même. Avec cet ingénieux système canonique, Benoît s'est assuré que, grâce à son détrônement et à son emprisonnement qu'il a provoqué, et que les cardinaux ont exécuté à leur insu, il pouvait rester l'unique et vrai pape, le dépositaire du munus pétrinien, en schismatisant ses ennemis hérétiques qui voulaient l'écarter, et en s'assurant que tout autre pape qui serait élu, lui vivant, ne serait pas un vrai pape. Le prétendu pape François est donc un antipape, et en tant que tel, son pontificat doit être annulé. C'est la réalité canonique. Il y a d'ailleurs une myriade de gestes et de déclarations de Benoît XVI qui confirment logiquement cette réalité. Et il ne faut pas se laisser abuser par l'apparente concorde entre les deux soutanes blanches. Le pape Ratzinger lui-même a écrit que son amitié personnelle avec François avait grandi, une amitié personnelle, c'est-à-dire la sienne, à sens unique. Benoît XVI, le dernier vicaire du Christ, a parfaitement mis en œuvre le commandement de Jésus. Aime ton ennemi et prie pour ton persécuteur. Pendant toutes ces années, il a voulu séparer les croyants des non-croyants, comme il l'a lui-même déclaré dans le Herder Correspondence, et voulu faire en sorte que les brebis reconnaissent au flair le vrai berger, en renouvelant la foi et en fortifiant la papauté. Aujourd'hui, le problème est de communiquer aux cardinaux comment s'est déroulée cette démission très particulière du pape Benoît, qui a mis l'Église dans un état de suspension juridique, de pontificat d'exception, et ce depuis 10 ans. En effet, le canon 335 prescrit, quand le siège de Rome devient vacant ou totalement empêché, rien ne doit être innové dans le gouvernement de l'Église tout entière. À l'heure actuelle, notre enquête journalistique est censurée par les réseaux sociaux et la presse mainstream, et même assaillie, ostracisée par un certain monde traditionnaliste qui a intérêt à maintenir le statu quo. Mais le risque est énorme. Si le prochain conclave comprenait ne serait-ce qu'un seul des 81 cardinaux invalides nommés par l'antipape François, un autre antipape serait élu, toujours dépourvu du munus, et donc, dans une perspective de foi, dépourvu de l'assistance de l'Esprit Saint. Cela signifierait la fin de l'Église canonique visible, avec la poursuite de la ligne de succession antipapale de Bergoglio. C'est pourquoi Benoît XVI
Lorsque Peter Sewald lui a demandé s'il pouvait être le dernier pape tel que nous le connaissons, a répondu « Tout est possible ». Comment résoudre le problème? Il faut une enquête canonique, tout de suite, promue par le collège cardinalis, sans crainte. Après tout, si Bergoglio sanctionnait un cardinal qui voudrait seulement faire la lumière, il admettrait implicitement ne pas être en règle. De manière encore plus simple, il suffirait de crier la vérité au monde entier, de l'expliquer, et l'antipape serait contraint d'abandonner le trône usurpé. Immédiatement après, il faudrait convoquer un nouveau conclave, avec les vrais cardinaux nommés avant 2013. Il est déjà tard. La date limite pour convoquer le conclave était le 20 janvier 2023. L'Église est sans guide, sans pape. Après 9 ans d'un siège empêché, nous sommes actuellement en siège vacant. Cela a pris 10 ans. Mais comme le dit saint Augustin, la vérité est comme un lion. Une fois libérée, elle se défend toute seule. Voilà. Vous avez prévenu, c'était un peu long, mais j'ai trouvé ça très 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 intéressant et c'était indispensable, je pense, à pouvoir la partager. Aline, bien sûr, vous remettra la vidéo en dessous de nos chaînes de récupération sur Rumble, Chronebunker et Odyssey. Vous pouvez donc retrouver cette vidéo. Ça paraît un peu complexe, mais j'ai trouvé que le narratif était assez lent et bien construit, plus ou moins à la compréhension de tous. C'est super important de comprendre. En réalité, Benoît XVI faisait, à mon humble avis, partie du plan divin qu'est l'Alliance. Voilà, tout simplement.